comment on progresse? On progresse parce que quelque part, il y a un petit truc qui ne va pas. Il y a un petit truc qui titille, qui vous titille, mais qui n'est pas nécessairement bien net. Il y a une petite contradiction. Eh bien, cette petite contradiction, c'est peut-être simplement que c'est quelque chose qui ouvre sur un domaine auquel on n'a jamais réfléchi et qui peut être extrêmement fructueux. Et les exemples sont multiples, des découvertes par hasard, et que si on ne maintient pas cet aspect de recherche en laissant les chercheurs suivre leur propre démarche, parfois de façon stérile, mais parfois avec des résultats extraordinaires. Si on ne fait pas ça, eh bien, on passe à côté de tout ce à quoi on n'a pas réfléchi. Ça veut dire qu'on a le temps, qu'on prend le temps d'être attentif à ce qu'il y a autour de soi. Parce qu'on peut faire le plus grand chemin du monde, on peut faire le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle ou n'importe quel autre sans rien voir que les écriteaux disant on est bien sur le chemin et ensuite il faut s'arrêter à telle auberge. Où on peut au contraire apprendre la nature et comprendre, et comme Darwin, comprendre l'évolution en simplement regardant les animaux sur le long du trajet. On avait un mode qui était assez classique, c'est-à-dire qu'il y avait des données qui étaient validées par des opérateurs scientifiques, par des agences, et des publications qui étaient faites avec des référis, avec un processus assez classique, assez académique de validation. Maintenant, on arrive avec des pans entiers de la science qui sont amenés à utiliser des données complètement issues de collaborations pas forcément scientifiques. Ça peut être des consortia industriels, ça peut être des opérateurs privés, ça peut être plein de choses, qui fournissent un certain nombre de données. Et en fait, se pose toute la question de savoir comment est-ce qu'on gère cette science dont les bases observationnelles sont faites sur des choses qui ne sont pas classiquement académiques, moulées par le protocole classique. C'est tout ça le new space en fait, c'est l'intrusion, non intrusion le terme est un peu fort, mais en tout cas l'entrée de tout un nouveau pan de l'économie dans les produits spatiaux. Alors ça se traduit par la capacité à aller dans l'espace. Jusqu'à il y a quelques années, il n'y avait que les agences internationales qui pouvaient mettre en place des lanceurs. Maintenant, il y a des compagnies privées qui non seulement font les lanceurs, les opèrent, font des satellites, sont responsables des manœuvres en orbite, des mises en place, du déploiement des instruments et de la récupération des données. Voilà, jusqu'à présent, les données étaient récupérées par des centres scientifiques qui récupéraient. On avait une filière 100% scientifique. Voilà. De plus en plus, la limite entre l'académique et l'industriel s'estompe. Et on va vers des nouvelles possibilités. Alors ça, au niveau des laboratoires, il y a des exemples concrets. C'est ce qu'on appelle par exemple les labcoms, les laboratoires communs. Il y a plusieurs unités qui mettent ça en œuvre. On va en mettre un en œuvre au laboratoire, c'est-à-dire un partenariat entre un laboratoire de recherche, une EMR, et un industriel, avec partage de ressources financières, RH, et partage de résultats de la recherche, valorisation de résultats de la recherche. Voilà. Ça, il faut le prendre en compte de plus en plus dans le paysage de la recherche, parce que c'est au moment où les opérateurs classiques de recherche et académiques ont tendance à être un peu limités dans leurs moyens, qui nous poussent vers justement le développement de ces partenariats industriels comme opportunité pour financer ce qu'ils ne savent plus financer. Alors ce problème de la préparation de l'avenir est un problème complexe, car effectivement, vous pouvez être victime en partie de votre succès. Vous avez développé des compétences. J'ai parlé de la cryogénie et de l'informatique embarquée. Elles sont reconnues. Résultat, vous êtes sélectionné. Après, les agences spatiales, le CNES qui représente la France pour fournir les instruments au niveau européen, par exemple, mais aussi vis-à-vis de la NASA, il va vous mettre la pression pour livrer ces expériences avec succès dans les temps.
Et donc l'IAS est sous une très forte pression actuellement pour livrer les contributions Supercam vers la NASA, Magis vers l'Agence spatiale européenne, ou des contributions qui intéressent actuellement l'exploitation des échantillons des Yabusa 2 qui viennent de revenir sur Terre, où l'IAS est très fortement impliqué. Donc le risque, c'est que les succès passés en termes de développement de compétences vous mènent à une telle surchauffe sur les projets en cours qu'il n'y a plus les moyens pour développer la suite. Donc cet équilibre-là, il faut le maintenir. Actuellement, par exemple, l'IAS a quand même réussi à maintenir des projets d'études dans le domaine de la cosmologie qui sont de la vraie R&D. C'est-à-dire là, on prépare l'avenir. Il y a un professeur d'université qui était recruté pour s'occuper de ce type de projet. Et il y a des équipes techniques autour de ce projet pour préparer les missions de cosmologie de 2030, 2035. Parce que si on ne les prépare pas maintenant, on n'aura pas la compétence. Mais c'est très difficile, compte tenu de la baisse des effectifs techniques et du fait qu'il faut assumer les priorités de ce que vous avez réussi à faire passer il y a 5, il y a 10 ans, et qui maintenant, il faut les faire avec succès. Donc cet équilibre-là, il est difficile. Il est d'autant plus difficile que vos moyens sont en réduction. En ce qui concerne ces développements de nouvelles technologies, il faut toujours les deux aspects. C'est-à-dire, il faut déjà qu'il y ait une vraie justification scientifique qui vous permette de dire, si on y arrive, il y aura un créneau porteur pour faire de la nouvelle science avec ce qu'on va développer. Et il faut aussi que les ingénieurs qui vont s'en occuper disent, il nous semble que cette direction de développement technique devrait marcher à l'horizon 3, 4, 5 ans. Et pour cela, d'ailleurs, s'il y a bien un domaine où la continuité est vitale, ce sont ces aspects de recherche et développement. Vous ne pouvez pas vous lancer là-dedans sans l'expérience de projets précédents. Vous allez vous planter à 100%. Parce que seule l'expérience vous permet de dire c'est jouable, ça va aboutir, ou ça peut aboutir. Il ne faut pas viser 100% de réussite. Je pourrais citer une anecdote du patron de Toyota visitant le ministère de la Recherche et du Développement britannique, et le responsable lui indiquant avec fierté que le taux de succès des études de recherche et développement en Grande-Bretagne à cette époque, c'était en 2003, était de 92%. Et le patron de Toyota répond, si vous étiez chez nous, on licencierait tout le monde, parce que s'il y a plus de 50% de succès à R&D, ça veut dire qu'on n'est pas assez créatif. Il avait raison. Clairement, si vous visez le succès à tous les coups, vous ne pouvez pas faire d'innovation. Donc il faut trouver là aussi cet équilibre, suffisamment d'innovation pour aboutir à quelque chose qui sera reconnu comme spécifique et utile, et pas trop pour ne pas vous planter. Donc cet équilibre-là, il est difficile. Le succès n'est pas toujours au rendez-vous, mais il est nécessaire. Cette tendance à faire que les marques d'un succès scientifique soient des marques d'un succès immédiat est une tendance qui est complètement généralisée. C'est une tendance qui est généralisée au niveau européen et une tendance qui est généralisée, du coup, qui cascade au niveau national. Parce que les gens, pour le dire crûment, en veulent pour leur argent tout de suite. Et on voit bien que c'est un cercle vicieux et c'est un grand problème parce que, bien entendu, on peut toujours écrire une proposition de recherche certifiant qu'on va avoir des résultats immédiats, et on peut même avoir des résultats immédiats, des résultats dans les 1 an et demi, dans les 3 ans. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, les résultats qu'on obtiendra, ce ne seront que des résultats dont on est sûr, et donc des résultats qui ne sont finalement ni risqués, ni particulièrement intéressants, ni à même à repousser les frontières. La recherche, c'est repousser les frontières. Et repousser les frontières, ça se fait, je répète, en prenant des risques. Et on ne peut pas prendre des risques sur des projets de 3 ans, ni de 5 ans. Alors, un des avantages de l'Europe aujourd'hui, c'est d'avoir réalisé qu'il y avait de la place pour
des projets, je dirais, à un petit peu moyen terme, des projets à 5 ans. Ce sont notamment les projets qui sont financés par la European Research Council, le ERC, et dans lesquels ils tolèrent une part de risque avec une part de résultats garantis qui, finalement, rassure les financeurs. Il y a tout un ensemble de gens qui se sont commencés à se dire « Ah oui, mais on ne peut pas laisser ces petits labos continuer à faire leur petite tambouille dans leur coin pour produire leurs petits instruments sans qu'on ait un regard de contrôle. » Et ce regard de contrôle, au fur et à mesure des années, il est devenu de plus en plus présent. Et alors que les premières personnes qui contrôlaient ce que nous faisions au niveau des laboratoires étaient des personnes qui avaient été impliquées dans des projets précédents et qui savaient exactement comment fonctionnait la construction, la genèse d'un instrument spatial, et qui du coup étaient capables d'interpréter certaines choses, de laisser de côté certains éléments parce qu'ils savaient que néanmoins c'était fait comme il fallait, que ça ne mettait pas en danger l'instrument ou des choses comme ça, la qualité ou le taux de risque de continuer en avant dans cette technologie ou dans cette manière de faire, etc. etc. Aujourd'hui, on est arrivé à un point où les personnes qui sont en charge du contrôle et de l'avancée de ces instruments, ce sont des personnes qui n'ont pas vécu la totalité de la vie, de la création d'un instrument et comment on vit avec et comment on le produit, etc. etc. Ce qui fait qu'on a des équipes qui sont déléguées par les agences spatiales pour observer les niveaux de qualité qui sont mis en œuvre dans les différents laboratoires qui construisent les éléments d'un instrument, que ce soit au niveau matériel, de l'optique, de l'électronique, de la mécanique, etc., mais aussi au niveau informatique. Donc on a tout un ensemble de gens qui contrôlent ce qu'on fait et qui n'ont pas forcément la connaissance intime de ce qu'est la réalité d'un projet spatial. Et ils appliquent ce qu'ils croient être les bonnes méthodes pour vérifier la qualité de ce qu'on produit, en partant de tout un ensemble de considérations qui sont présentes, par exemple dans l'industrie du logiciel ou des choses comme ça, mais qui ne sont pas forcément complètement adaptées à la réalité des choses. Et typiquement, on arrive à des situations où on doit justifier dans un code qui fait des choses extrêmement compliquées, de justifier dans ce code la présence de tout un ensemble d'éléments qui sont, je dirais, la surface visible du code et qui, pour faire une comparaison, c'est comme si on avait un lac et qu'on montrait qu'il n'y a pas d'algues qui surnagent à la surface du lac. Mais ils en restent là. Alors que la réalité du fonctionnement du code, c'est ce qui se passe à l'intérieur du lac. Et ça, les outils dont ils disposent pour valider ce qu'on fait restent à la surface. La réalité de ce qui se passe, c'est en dessous. Et ça, aujourd'hui, les outils informatiques qui permettent de valider comme ça la qualité d'un code, ils restent complètement à la surface du lac. Ils ne voient pas ce qui se passe dans les entrailles du lac et si effectivement, là, à l'intérieur, il y a des requins ou pas, pour faire simple. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve à tous les niveaux. C'est-à-dire que cette omniprésence du contrôle, de la vérification, etc., ça se retrouve à la fois au niveau technique, mais ça se retrouve à tous les plans au niveau administratif. C'est-à-dire qu'à la complexité intrinsèque d'un projet spatial se rajoute toute une couche de complexité administrative parce que tout est devenu plus complexe dans la vie de l'administration, dans la vie. Pour faire simple, en poussant à peine le trait, on pourrait dire que quand on fait une mission pour l'avancée d'un projet spatial, on va passer à peu près autant de temps pour justifier administrativement des frais de la mission, de l'organisation de la mission, etc., etc. Ce qui est complètement à la fois une perte de temps, mais également démoralisant et démotivant pour les équipes. Et on arrive même à des situations où le contexte administratif arrive pratiquement à des points de blocage, puisque par exemple, les détecteurs qui sont utilisés dans les instruments spatiaux sont des choses extrêmement complexes qui sont produites par un nombre infiniment restreint de sociétés dans le monde. Certains détecteurs ne sont produits sur certaines caractéristiques que par une société dans le monde. Or, les marchés publics imposent pour faire un achat d'avoir
Pour faire simple, plusieurs devis. Et si on observe ce qui se passe justement aux États-Unis avec le paysage spatial américain, on se rend compte que justement la NASA n'a plus réussi à développer des fusées, pour faire simple. Pourquoi ? Parce qu'elle était prise dans cet environnement administratif de lourdeur, de vérification, etc. Il n'y avait plus l'élan nécessaire à la création de nouveaux objets pour envoyer des éléments dans l'espace. Pourquoi ? Parce que l'innovation était freinée par l'environnement administratif. Et donc, qui a pris le relais ? Ce sont des entreprises privées où l'innovation était uniquement freinée, mais au contraire suscitée, etc., à tout niveau, et il n'y avait aucun frein dans les options pour justement imaginer des choses nouvelles et pas se référer avec des gens qui contrôlent et qui ont comme référence des choses qui sont anciennes et donc qui bloquent l'innovation, puisque forcément l'innovation brise des tabous, des conceptions, etc., etc. Ce qui gêne les administratifs qui vérifient, puisqu'ils n'ont plus d'éléments auxquels se référer pour valider que ce qui est nouveau est bien fait. Il faut savoir que depuis 20 ans, hormis Planck, tous les satellites et tous les instruments descendent en qualification en termes de température. Donc là, on commence à atteindre les limites de l'azote liquide. Donc derrière, il va falloir probablement qu'à un moment ou à un autre, on envisage de faire évoluer nos installations pour répondre aux instruments du futur, avec des instruments qui vont descendre en température et qui vont être en dessous de 77. Ça, c'est clair, on n'y coupera pas. Là, si on regarde bien, Magis a des points qui nécessitent un environnement thermique à plus basse température que 77 K. Et pourtant, on est encore sur du test en planétologie. Les cosmologistes ont besoin, eux, d'instrumentation qui descendent à très basse température. La station d'étalonnage fonctionne en tant que plateforme INSU et on est, à ce titre, également ouvert aux prestations avec les laboratoires extérieurs. C'est-à-dire que d'autres laboratoires peuvent venir travailler chez nous ou peuvent nous solliciter pour travailler, mais également des industriels. Donc on a travaillé avec un certain nombre d'industriels qui sont venus travailler avec nous. Donc voilà. On ouvre nos moyens d'essai aux industriels dans la mesure du possible, avec une contrainte propre qui est au niveau de la planification. Priorité numéro 1, les essais de notre laboratoire, qui sont liés à nos scientifiques, à nos équipes scientifiques. Et après, dans la mesure du possible, dès que nos créneaux s'ouvrent, on ouvre ces créneaux aux prestations laboratoires extérieures, voire aux prestations industrielles. Et les industriels viennent régulièrement chez nous. Le gros risque, quand il y a très peu de postes, c'est que les recruteurs ou les jurys se recroquevillent un peu sur ce qu'ils connaissent, sur un certain conservatisme, on va dire, dans la manière de recruter les jeunes et donc d'aller vers les profils classiques. Et quand je dis les profils classiques, ça peut être aussi sur des thématiques relativement classiques aussi. Et ça, pour moi, c'est tout aussi mauvais que le fait de ne pas avoir suffisamment de postes pérennes et donc de pas avoir, d'avoir une chute libre en termes de nombre de maîtres de conférences et de chercheurs recrutés. Enfin voilà, c'est très mauvais parce que ça bloque toute cette partie de la recherche qui est censée aller vers essentiellement de la créativité et de l'innovation. Si on est trop conservateur, on va dire, dans la manière de recruter les nouvelles générations, on ferme plein de chemins et ça peut être très mauvais sur le moyen terme et le long terme. Après la mission Rosetta, l'Europe n'a pas prévu une autre mission vers une comète et encore moins une mission aussi ambitieuse que Rosetta. C'est assez dommage parce que Rosetta est née à la suite du succès européen et russe avec la mission Giotto et Vega vers la comète Halley. C'est à cause ou grâce à ce succès-là que les choses sont faites très très vite pour décider
qu'il y aurait une mission importante vers une comète, et ça a été la mission Rosetta. Après Rosetta, il n'y a rien. Et c'est très dommage, d'abord parce que grâce à Rosetta et avant cela à la mission Giotto, les Européens ont gagné une certaine expertise dans le domaine de l'exploration des comètes et dans le domaine scientifique, en fait, de toutes les sciences et questions qui portent sur les comètes. Et grâce à la mission Rosetta et tout le savoir technique, technologique qui a été développé pour mettre en place cette mission-là, c'est pareil, enfin, c'est un savoir-faire très large, c'est énormément de gens qui ont travaillé là-dessus. Et après ça, plus rien. Ce qui fait qu'il y en a d'autres, il y a d'autres pays qui vont prendre la suite, ça c'est forcé, mais pas l'Europe. Et donc ça c'est, d'un point de vue politique, à mon avis, un très mauvais calcul, parce qu'on va perdre ce savoir-faire très très vite, et on va perdre la course très très vite aussi. Le succès des projets dont on est en train de parler aujourd'hui, c'est un succès qui est basé sur des recherches et sur des développements qui ont été faits il y a une vingtaine, une quinzaine, une trentaine d'années. Et c'est cette temporalité qu'il faut accepter en astrophysique, c'est cette temporalité qu'il faut accepter en recherche aussi. La temporalité longue qui permet d'accepter de prendre des risques à un moment, de financer des idées qui n'ont pas d'application directe à un moment donné, d'engager finalement des communautés, des groupes de recherche, des étudiants, des doctorants sur des questions scientifiques dont on sait que les réponses n'arriveront que dans 20 ans ou dans 30 ans, quand les projets spatiaux ou les projets de télescopes au sol seront acceptés. Et c'est avec ces deux aspects, l'aspect prise de risque et l'aspect temporalité, qu'on se rend compte finalement que le contexte actuel de la recherche n'est pas forcément toujours adapté. La recherche sur projet, avec des projets de 3 ans, ne permet pas de se projeter justement dans un contexte d'une décennie pour un projet spatial. À titre d'exemple, l'Agence spatiale européenne a lancé il y a 1 an, ou presque 1 an et demi maintenant, une réflexion sur le thème Voyage 2050. Voyage 2050, ce sont des questions posées aux scientifiques de l'Union européenne, mais pas que, sur leur vision des questions scientifiques qu'il faudra aborder via le lancement d'une future génération de satellites pour justement répondre à ces questions. Et Voyage 2050, c'est 2050. À l'horizon 2050, que pensez-vous qu'il faudra faire ? Quel concept instrumental faudra-t-il faire ? Et vous voyez bien que cette projection à 30 ans doit s'accompagner, ne peut se faire que si elle s'accompagne d'un accompagnement de la recherche sur cette période-là, parce que ce n'est pas en 2050 qu'on réussira comme ça à lancer ces satellites, quoi.